Bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Samir Abdelkrim, entrepreneur et fondateur de startupbricks.com, un média francophone spécialisé sur la digital economy des pays émergents et aussi auteur d'un livre qui s'appelle Startup Lions. Bonjour Samir Abdelkrim. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous avez passé plus de 3 ans dans toute l'Afrique à la recherche des startups africaines et vous êtes allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Formidable voyage. Il y a beaucoup d'espoir, je crois. Oui, alors c'était un pari assez fou que j'ai lancé en 2013. J'avais beaucoup travaillé déjà sur les pays d'Afrique, mais plutôt du nord de la Méditerranée. Et j'ai décidé en fait d'explorer sur le terrain, de comprendre quels sont en fait les principaux innovateurs, quels sont les grands courants de l'innovation en Afrique, et surtout avec un pari qui était que j'étais persuadé que le futur en fait notre futur en fait de l'innovation se jouait déjà en Afrique. Et c'était aussi une manière un peu de répondre. À l'époque, il y avait une espèce de fascination qui est encore présente sur le fait que l'innovation, les technologies, notre futur se construisait exclusivement dans la Silicon Valley. Et j'étais persuadé que l'Afrique, l'innovation africaine pouvait s'ériger comme un modèle alternatif, vertueux, dans lequel les nouvelles technologies pouvaient se réinventer, servir aux Africains, mais en même temps préparer ce qui peut aussi nous servir au nord de la Méditerranée. Alors, l'Afrique, c'est un continent, il y a 54 pays, donc 54 pays différents. Qu'est-ce qui vous a d'abord frappé dans le type de start-up? Dans quel domaine elles sont, ces start-up africaines? Alors, ce qui est vraiment spécifique aux pays africains et aux entrepreneurs africains, c'est que, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, on entreprend beaucoup pour résoudre des problèmes, mais des problèmes concrets du quotidien. Et d'ailleurs, les principaux secteurs dont je parle dans mon bouquin, où les startups se déploient et vraiment apportent des solutions, avec un côté, je dirais, qui est assez fort en Afrique, c'est vraiment cette volonté qui est à chaque fois répétée, une volonté presque patriotique d'aider son pays. D'accord. Par exemple, dans l'énergie, par exemple, dans la santé, par exemple, dans l'agriculture, dans, par exemple, la bancarisation. Donc ça, c'est un secteur qui est en pleine explosion avec l'essor des fintech. On crée une start-up, on entreprend, on innove pour apporter des solutions concrètes aux défis du quotidien. Et si on prend, par exemple, le secteur de l'agriculture, dans des contrées où qui sont en fait traversées par des défis absolument majeurs, notamment dans le Sahel, avec le problème du climat, avec le problème de la surpopulation, avec le problème de la sécheresse. C'est là qu'on trouve parfois des innovations qui défient absolument tout ce qu'on peut attendre d'une région qui compte parmi les plus pauvres du monde. Et pourtant, il y a des innovations, notamment dans l'agriculture, où on utilise le big data, la téléirrigation, pour reverdir le Sahel et pour apporter des solutions que souvent les États n'arrivent pas à apporter. Alors vous dites on, c'est qui? C'est des ingénieurs, c'est des jeunes diplômés, c'est des gens de la diaspora qui reviennent en Afrique? Alors, la spécificité il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça. La spécificité des start-upers et, comme on dit en mauvais français, et des entrepreneurs africains dans le digital, c'est le côté et des écosystèmes africains, c'est le côté organique. Ah oui. C'est un peu le contraire de la Silicon Valley. La Silicon Valley, ce qui a créé l'écosystème, c'est pas des entrepreneurs dans leur garage. C'est la puissance publique, c'est le complexe militaro-industriel après la Seconde Guerre mondiale qui a investi massivement et qui a fait éclore ce cluster qui est devenu la Silicon Valley. En Afrique, les entrepreneurs, ils font tout eux-mêmes. Ils créent eux-mêmes. Ils créent leur propre incubateur. Ils créent leur propre fonds d'investissement parfois. Ils créent l'État est absent. Souvent, l'État vient après. Mais au début, l'État n'est pas là. Et du coup, quand on regarde un peu, par exemple, un écosystème qui est absolument passionnant, dont je parle beaucoup dans mon livre, je reviens en fait à la racine, aux origines des écosystèmes africains, c'est le Nigeria, qui est l'écosystème le plus développé, l'un des plus développés, en tout cas le plus développé en Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui est valorisé aux alentours de 2 milliards de dollars par rapport aux startups digitales et ce qu'elles valent. Ça a commencé en 2010, c'est un groupe de jeunes. Parmi ces jeunes, il y avait des gens de la diaspora qui revenaient, mais il y avait aussi des jeunes du quartier de Yaba, notamment à Lagos. Il y avait des ingénieurs, il y avait des designers qui ont décidé en fait de créer un mouvement avec un hackathon. Tout d'abord, il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait rien à l'époque, qui ont décidé tout simplement de se fédérer, de créer un mouvement qui a donné naissance aux premiers incubateurs, aux premiers success stories, aux premières levées de fonds et qui a ensuite donné ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un écosystème absolument vibrant, passionnant, où aujourd'hui, chaque jour, se créent de nouvelles startups. Mark Zuckerberg, lorsqu'il est allé en Afrique pour la première fois, il a choisi précisément ce point. Et c'est vraiment l'exemple de Lagos, il illustre comment, par la base,
de manière, en fait, c'est du bas vers le haut, contrairement à ce qu'on peut imaginer, où c'est souvent l'État qui impulse. Ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui créent leur propre écosystème, et ça, c'est vraiment typiquement africain. Des différences entre cette Afrique francophone et cette Afrique anglophone, parce que le Nigeria, évidemment, c'est anglophone. Alors, souvent, on dit qu'effectivement, l'Afrique anglophone a une certaine avance. Oui. C'est un petit peu vrai. C'est vrai que les premières grandes innovations de rupture africaines, c'est plutôt en Afrique anglophone qu'elles ont démarré. C'est notamment en Afrique de l'Est avec le mobile banking, enfin le paiement mobile et le Kenya. Mais je dirais que c'est une différence qui commence un peu à s'estomper, notamment par rapport si on regarde un peu le panorama du financement. Il y a aussi le fait que l'anglais, c'est la langue de l'Internet. Ouais. Donc c'est plus facile quand on est anglophone de se connecter avec le monde, de trouver des partenaires dans le monde, etc. Mais si on regarde par exemple un indicateur qui est très, très intéressant, c'est vrai que souvent les levées de fonds se faisaient plutôt en Afrique anglophone. Et les levées de fonds sont en train d'exploser aujourd'hui en Afrique. De plus en plus, on voit en Afrique francophone, si je prends l'exemple du Sénégal, des fonds d'investissement qui se créent. Quand on regarde il y a 3 ans, il y a 4 ans, au Sénégal, il n'y avait pas d'investisseurs. Il n'y avait pas de business angel, il n'y avait pas de fonds d'investissement. Des entrepreneurs eux-mêmes ont créé le premier fonds d'investissement pour les startups, Teranga Capital. Aujourd'hui, quelqu'un de la diaspora s'est associé avec un fonds d'investissement français, Partech, pour créer l'un des plus gros fonds Partech Africa d'Afrique francophone, qui va peser plusieurs dizaines de millions de dollars. Ça va même, je crois que ça va dépasser les 50 millions. On voit aujourd'hui, par exemple, des grands groupes qui créent leurs propres fonds. Donc, quelque part, l'Afrique francophone rattrape son retard. Entre guillemets, son retard. En même temps, vous avez utilisé les statistiques de ce fonds qui s'appelle Partech, qui en 2016 montre que 367 millions de dollars ont été levés en Afrique. Tout à fait. Rien qu'au Nigeria, c'est 109 millions, et l'Afrique francophone est vraiment derrière. Tout à fait. Je dirais, voilà, il y a un quatuor de tête dans les levées de fonds en Afrique, c'est Nigeria, Kenya, Afrique du Sud et aussi Égypte. Souvent on l'oublie. Voilà, c'est l'un des plus gros marchés du continent. C'est vrai. Mais ce que souligne aussi ce rapport, très intéressant, c'est qu'il y a des pays francophones qui commencent à apparaître. D'accord. Si on prend, il y a la Tunisie, il y a des levées de fonds qui se font en Tunisie, il y a le Maroc, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a des pays comme le Rwanda, qui est quand même un pays francophone. Il faut savoir que le Rwanda, par exemple, a annoncé un fonds de 100 millions pour les startups qui devrait se déployer normalement en 2018. Donc, il y a clairement, c'est vrai que, après, il faut expliquer ça aussi par la démographie. Le Nigeria, Lagos, on ne sait pas tellement les statistiques de nombre d'habitants, mais on évalue à entre 25 et 28 millions d'habitants. C'est plus que la Côte d'Ivoire, c'est plus que le Ghana, c'est peut-être 2 fois le Sénégal. Et quelque part, on se dit que, clairement, pour une start-up nigériane qui est basée, et pour les investisseurs, eux, ils regardent les big numbers, ils regardent les chiffres. Lagos, c'est là où il faut investir. Mais progressivement, les marchés francophones sont en train d'émerger. En témoigne la création de ces fonds que j'ai cités. Donc je disais, vous avez parcouru l'Afrique d'est en ouest, de nord au sud. Vous avez repéré les prochaines licornes, c'est-à-dire que les entreprises qui vont faire 1 milliard de capitalisation. Il y en a? Elles arrivent? Alors, il y en a en devenir. Par exemple, donc là j'ai parlé du Nigeria. Il y a aujourd'hui des startups qui ont une croissance exponentielle qui vraiment dépasse de loin qui dépasse les 2 chiffres semaine après semaine. Par exemple, Holtes.ng qui a créé l'équivalent de Booking en fait pour l'Afrique, qui a une croissance exponentielle absolument énorme parce que en fait ils ont trouvé un problème, ils ont trouvé exactement la bonne solution, et comme leur solution recouvre précisément le problème, ce qu'on appelle en anglicisme, encore une fois désolé, c'est le product market fit. Et là le marché est énorme, donc là ils ont une croissance qui dépasse tout. Je pense qu'aujourd'hui c'est une vraie question. On a maintenant conscience, et ça je l'ai vu pendant 3 ans, qu'il y a un vrai potentiel en Afrique. Maintenant la question c'est le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est est-ce qu'une solution qui est développée au Sénégal uniquement pour un marché sénégalais ne pourrait-elle pas se déployer ailleurs en Afrique? Et quelque part, je pense qu'aujourd'hui, une opportunité formidable, parce que quand on résout un problème au Sénégal et qu'on se dit qu'avec cette solution, et si on se mettait à penser directement, je dois aussi penser à l'échelle africaine, à la zone CEDEAO, UEMOA et à l'échelle africaine, quelque part, on peut aussi se dire qu'en résolvant ce problème ici sur le terrain, peut-être que je résous aussi un problème d'un fermier, d'un pêcheur qui rencontre les mêmes problématiques en Inde, en Asie, et quelque part, en innovant en Afrique, je peux aussi trouver des solutions pour le reste des pays émergents. Et c'est là que je pense que c'est ce type de start-up qui a le potentiel de devenir une... Alors, pour justement passer ce palier, donc des start-up
qui sont sur l'ensemble de l'Afrique, voire même, pourquoi pas, aller conquérir le monde. De quoi elles ont besoin? Le financement, toujours? Alors, le financement, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Ça, c'est un vrai problème. Mais il y a aussi un besoin de soutien et une volonté politique. Donc de l'État, alors vient l'État. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de Lagos, hein, cet écosystème qui s'est créé, alors du coup, je suis désolé à chaque fois d'employer le terme en anglais, mais à partir de rien, en anglais, ça s'appelle from scratch, l'État est venu ensuite. C'est-à-dire que l'État fédéral de Lagos s'est mis autour de la table avec les startups et ils ont travaillé ensemble à la digitalisation avec l'apport de la fibre optique du quartier de Yaba, qui est devenu un vrai cluster où on compte énormément de startups. Vraiment, tous les acteurs du digital sont venus se créer sur ce cluster. Ça inspire les autres pays ou pas? Alors, après, la question, c'est, je prends un exemple très concret qui a été assez douloureux, c'est quand un État ne joue pas le jeu et, par exemple, lorsqu'un État coupe l'Internet, là, il tue un écosystème. Et si on prend par exemple le Cameroun, ou notamment dans la région de Buea, c'est-à-dire que là, il y avait ce qu'on appelait la Silicon Mountain, c'était l'un des écosystèmes les plus précoces en Afrique francophone, donc là, on est en Afrique centrale. Tout simplement, l'Internet a été coupé pendant plusieurs mois, et ça a failli tuer l'écosystème. Donc c'est extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. En même temps, ça va à une vitesse, à une progression qui est assez prodigieuse, mais sans volonté politique, les écosystèmes seuls n'y arriveront pas. Merci beaucoup Samir Abdelkrim pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien c'est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.